Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro du débrief un peu particulier. On va parler de préscolaire. Alors le préscolaire, c'est l'école de la vie. D'avant la vie, c'est l'école pour les plus jeunes ou c'est l'école avant l'école? Qu'est-ce que le préscolaire? Il s'agit globalement de la formation apportée aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Alors donc ce serait une maternelle ou une crèche, un jardin d'enfants, une garderie. Donc réponse à ces questions courant l'émission. Au Maroc, on entend de plus en plus souvent parler de préscolaire à travers entre autres, voire essentiellement, la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire ou plus simplement et plus récemment, la Fondation marocaine pour le préscolaire FMPS. Fondée voici plus de 15 ans, la FMPS a eu le temps de mûrir, de lentement s'élargir, puis de grandir et d'atteindre les chiffres impressionnants de plus de 20 000 classes et 380 000 élèves, ou petits, avec 70% du service du préscolaire public et 50% du préscolaire national. À titre d'information, en 2018, 10 ans après la création de la FMPS, il n'y avait que seulement 350 classes dans son réseau. Alors comment ça fonctionne? Comment en est-on arrivé à ces volumes et ces chiffres? Quelle est la pédagogie retenue pour les enfants? Les arguments délivrés à leurs parents et les facilités ou fonctionnalités accordées aux éducateurs? Comment a-t-on procédé pour faire de cette éducatrice, de ce secteur, un précédent, un cas d'école, un exemple inédit dans le monde? Oui, dans le monde. Et on va savoir tout au long de nos 52 minutes pourquoi c'est inédit dans le monde. Alors, avec moi pour discuter et pour parler, pour clarifier un peu ce concept de préscolaire. Sinon, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la Fondation marocaine du préscolaire, donc vous êtes la S-Qualité. Et vous êtes aussi ancien ministre délégué de l'Intérieur, après avoir occupé plusieurs fonctions au sein du ministère. Merci encore d'être avec nous. Madame Leïla Mamou, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ex-présidente de l'association INGES, vous êtes ancienne directrice générale de WAF-SLF, vous êtes aussi ancienne membre du conseil d'administration de la FMPS, donc vous êtes là aussi S-Qualité, et actuellement vous êtes directrice de l'engagement citoyen au Crédit Agricole de France. C'est bien ça? Merci madame, merci monsieur d'être avec nous. Alors le 7 mars dernier, la FMPS a soufflé sa 16e bougie, une occasion pour tracer le bilan et aussi retracer le parcours qui a permis d'atteindre les résultats impressionnants qui sont aujourd'hui ceux de la Fondation. Je commence par vous. Alors la FMPS, carte de visite ou comme on dit plus littérairement, sa vie, son œuvre. Comment on en est arrivé là? Pourquoi il a été créé? Quels étaient les objectifs initiaux? Je vous laisse la parole. Très brièvement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui suivent. Merci, Sébastien. Effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, la FMPS a été créée en 2008 sur initiative du Conseil supérieur de l'éducation, dont le président était à l'époque Feu Simziane Belfré, qui a été aussi le premier président de la FMPS. Et c'était un précurseur à l'époque, et donc la FMPS a été créée ne voyant pas rapidement une volonté explicite de tout de suite partir sur le préscolaire. Simziane Belfré a eu l'idée de lancer un pilote. De lancer un pilote avec d'un côté la Fondation Mohamed VI de la promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation comme maître d'œuvre, comme maître d'ouvrage, comme celui qui va construire les écoles de préscolaire. Et la FMPS, nouvellement créée, allait les gérer. Et on avait un pilote de l'ordre d'une centaine d'écoles, donc à peu près 600 à 1000 classes. Et donc la FMPS a commencé d'abord par faire ce pilote sur lequel elle a affûté ses armes et qui a fait que, après il y a eu le décès de Simziane Belfré prématuré en 2010, et donc il y a eu après un certain nombre de difficultés, ce qui fait que sur la décennie 2008-2018, comme vous l'avez dit en introduction, on est arrivé à 350 classes uniquement. Et ce n'est qu'en 2018, avec une FMPS préparée, prête à saisir les opportunités, qui a eu la lettre royale de généralisation du préscolaire en juillet 2018, et surtout, tout de suite après, le lancement de la troisième phase de l'INDH, qui a donné l'occasion à la FMPS de montrer ce qu'elle savait faire. Et ça a continué après avec l'arrivée du nouveau gouvernement et du nouveau ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec lequel nous sommes arrivés jusqu'à 22 000 classes qui sont aujourd'hui gérées par la FMPS.
D'accord. Leïla Mamou, vous avez été membre du conseil d'administration. Vous avez quitté en 2018, mais ce n'est qu'une coïncidence qui a fait que ça a augmenté juste après. Est-ce que vous pourriez ajouter aussi sur ce que vous avez vu, ce que vous avez fait, et comment était la FNPS au départ? En fait, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on a affaire à une fondation qui est agile et qui a la possibilité de tester, de vérifier. Donc ça a pris du temps, c'est du test and learn. Cette agilité, je pense que c'est ça qui a permis aujourd'hui d'atteindre ces chiffres-là. Donc c'est une fondation qui, en tout cas pour l'avoir vécu de l'intérieur, elle est vraiment, c'est une gouvernance vraiment de pointe avec un management très très rigoureux. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment impressionné par cette rigueur et cette précision dans les actions. Alors, Dr Bouteb, c'est quoi le préscolaire? D'abord, on va définir la fonction. Excellente question. Le préscolaire, là, vous avez parlé de crèche, de maternelle, c'est pas les crèches. Les crèches, c'est jusqu'à 3 ans. Le préscolaire, c'est de 3 à 6 ans. Et aujourd'hui, la généralisation du préscolaire concerne uniquement de 4 à 6 ans. C'est-à-dire, c'est 2 classes de 4 à 6 ans. Et ce préscolaire, c'est une maternelle, ça? C'est les maternelles. D'accord. On est dans la maternelle, sauf qu'en général, le concept de maternelle englobe aussi l'âge de 3 ans. La généralisation démarre de 4 à 6 ans. Le jour où on terminera de 4 à 6 ans, il y aura certainement l'ajout de cette première année de 3 à 4 ans pour pouvoir faire le cycle de 3 ans au niveau du préscolaire. Le préscolaire, c'est une étape importante dans l'éducation des enfants. Je voudrais juste peut-être lire un passage de la lettre royale de juillet 2018 qui disait, j'ouvre les guillemets, vous n'ignorez pas l'importance de l'enseignement préscolaire dans la réforme du système éducatif. Il constitue le socle à partir duquel toute réforme doit être initiée, étant donné qu'il offre aux enfants la possibilité d'acquérir un ensemble d'habiletés, d'aptitudes psychologiques et de capacités cognitives. Grâce à ces atouts, ils pourront avoir un accès fluide à l'instruction et réussir leur parcours scolaire ultérieur. In fine, les taux de redoublement et de déperdition scolaire s'en trouveront considérablement réduits. Donc c'est ça l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que les enfants puissent arriver préparés pour le primaire. Donc le premier objectif pour le préscolaire, c'est de préparer à l'école primaire. Mais il y a aussi d'autres objectifs, c'est l'acquisition d'un certain nombre de compétences de base. La motricité fine, quand un enfant essaie de tracer un trait, de suivre un trait, il est en train d'apprendre à maîtriser cette motricité fine. C'est le langage oral. Plus on acquiert de vocabulaire, plus on est dans la nuance, plus on exprime ses sentiments. C'est ce qu'on apprend aussi c'est la prémathématique, c'est pas calculé, mais c'est par le jeu acquérir un certain nombre de concepts qui nous permettent de pouvoir ultérieurement pouvoir faire le calcul. C'est la sociabilisation, c'est des compétences sociales de partage, de communication, de coopération, parce qu'en partageant les jouets et les jeux entre eux, les enfants se sociabilisent. C'est également la prévention de l'échec scolaire, parce qu'on identifie quelque part et on corrige les difficultés d'apprentissage suffisamment tôt pour pouvoir y arriver. Donc c'est tout ça. Et sur lequel il faut enseigner, c'est que le jeu. Le jeu occupe une place extrêmement importante. Ce n'est pas le primaire. Le primaire, on est dans une autre logique. Comme dans toutes les maternelles, en général. Oui, c'est le jeu. C'est par le jeu, c'est par les activités ludiques que l'enfant y arrive. C'est à travers ça qu'on développe l'imagination, la créativité, qu'on développe des compétences sociales. Et les jeux, ils sont de différentes natures. Il y a des jeux de manipulation, des jeux de rôle, des jeux de construction, des jeux de société. Et c'est en utilisant toutes ces différentes catégories de jeux que l'enfant acquiert les compétences qui lui seront utiles et les habiletés qui lui seront utiles quand il arrivera au primaire. Et le Mamou, alors préscolaire au cœur de la réforme du système éducatif? Absolument. C'est là où tout commence. C'est là où tout commence et tous les psychologues le disent, c'est l'âge où l'enfant vraiment se construit, c'est entre 3 et 6 ans. Et donc vous parliez de vocabulaire, vous savez qu'il faut au minimum 1300 mots pour un enfant pour qu'il soit prêt à dialoguer et à vraiment être intéressé par l'éducation. Donc il y a cette notion qui est vraiment importante et ce qui est important dans ce qui est en train d'être fait aujourd'hui et ce dont il faut prendre conscience pour l'avoir vu en tout cas sur le terrain,
c'est que c'est d'abord un sujet d'égalité des chances. Quand un enfant il arrive quand il sort de la maternelle et qu'il a eu un cursus dans lequel il a développé sa curiosité, sa motricité, la relation à la discipline aussi, il arrive, il est armé, il va savoir se comporter quand il va arriver en CP. Quand un autre enfant va arriver directement au CP sans avoir vécu ces 2 ans de curiosité où on va un peu éveiller tous ses sens, dès le début, il va être largué. Il ne va pas être dans le coup, il va se retrouver au fond de la classe, il ne va pas suivre. Et le décrochage scolaire qu'on va trouver à la fin du primaire, dans le collège, c'est à ce moment-là qu'il se fabrique. C'est là où l'enfant perd confiance en lui, il n'a plus cette envie. D'abord, il n'aime pas l'école, donc il arrive, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est vraiment, avant tout, un sujet d'égalité des chances. Permettre à chacun, quand il arrive en CP, que les enfants soient tous armés de la même manière. C'est ça l'objectif de ce projet. Alors, j'ai une question à vous poser. Je ne veux pas vous la poser à vous, c'est notre nouveauté, parce que vous êtes le président de la FMPS, mais à Madame Mamou. Victor Hugo disait que l'éducation, c'est la famille qui la donne, et l'instruction, c'est l'État qui la doit. Est-ce qu'il n'y a pas un empiètement du rôle de la FMPS sur est-ce que ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui doit s'occuper de ça? Bon, il y a des écoles. L'État ne peut pas tout faire, à mon avis. L'État ne peut pas tout faire. On est face à vraiment un sujet de société. Le fait d'avoir une fondation, c'est une espèce de bras armé, agile, qui va pouvoir tester. Et il faut se rendre, je suis convaincue qu'il faut se rendre à l'évidence. Il faut que tout l'écosystème soit mobilisé autour de cet enfant. Et ça, si au moins on fait ce plaidoyer aujourd'hui, c'est de dire l'enfant, il est au centre de tout. C'est la jeunesse, c'est la relève du pays, mais ça commence au niveau de vraiment en amont, de commencer vraiment le plus tôt possible. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de commencer le plus tôt possible, de suivre ces enfants et de leur donner la chance de pouvoir arriver. Et donc, l'État, oui, les fondations, donc tout ce qui est association, fondation, c'est très important. Il y a aussi tout le monde économique, le monde des entreprises, qui lui aussi peut intervenir et doit intervenir, parce que l'entreprise aujourd'hui, elle ne peut plus rester à côté de ces sujets. On ne peut plus se targuer juste d'avoir son business model, son résultat, distribuer ses dividendes. Ok, ça marche, mais quand on est dans une société où il y a des problèmes de fond, où on va adresser justement ces problématiques, ma conviction aussi, c'est que l'entreprise peut aussi jouer un rôle. Parce que l'entreprise, elle est présente là où ses enfants sont présents. Une petite seconde, Leïla Mamou. On va revenir sur l'entreprise parce qu'il y a une part de l'entreprise qui est importante dans cette histoire. Et je voudrais vous faire intervenir là-dessus. Donc on va revenir, mais je voudrais rester sur cette question d'empiètement. Et là, je m'adresse directement au président. On va voir ce qu'il va répondre. Est-ce que c'est pas l'UMND à faire non, même si c'est le ministère de tutelle? Je dis d'abord qu'on n'empiète pas sur le domaine régalien parce que, et là je reviens à la lettre royale, juste pour dire, je reprends un petit paragraphe de cette lettre royale dans laquelle il est dit « Nous insistons sur la nécessité d'élaborer un cadre pédagogique national de référence pour tout l'enseignement préscolaire qui couvre les méthodes d'enseignement, les normes de qualité et la formation des éducateurs. » Et donc le ministère, il a commencé par développer ce cadre normatif, ce cadre curriculaire de référence à partir duquel sont élaborées les pédagogies qui sont faites par les fondations et agréées par le ministère. Donc il y a toujours le domaine régalien de normatif, réglementaire, contrôle, approbation, c'est le ministère qui le fait. Dans le cas précis, le ministère a opté pour une logique ou de délégation de service public avec la fondation, ou d'appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire quand il veut juste octroyer quelques classes à des associations de taille réduite. Et la généralisation en 2018 sur 10 ans, il n'était pas possible pour le ministère de partir de zéro et de dire « je vais faire ça en 10 ans », sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un autre métier, ce n'est pas le métier de l'enseignant dans le primaire. C'est un autre métier qu'il fallait... Or, du fait que la FMPS avait accumulé de l'expertise et avait démontré avec l'INDH qu'il était possible, grâce à son agilité, grâce à la capitalisation qu'elle avait faite, eh bien, il a été, le ministère, avec l'INDH, ont opté pour ce modèle de confier
à une fondation ou à des associations la gestion des classes. Mais la normalisation, la réglementation, le cadre normatif, le référentiel, c'est le ministère qui en est responsable. Alors, ça, si vous permettez, oui, c'est important que le ministère de l'Éducation reste garant de ce processus, parce que c'est lui qui est garant de l'égalité des chances. Et il faut qu'on s'assure que ces enfants qui vont arriver en maternelle, ils sont formés comme les autres. Et donc, pour moi, c'est complémentaire, on n'empiète pas, c'est complémentaire. D'autres pays le font, on n'est pas le premier pays où on a des fondations qui s'occupent des enfants. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, l'Afrique du Sud, peut-être pas avec cette ampleur, mais ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est important, c'est complémentaire, mais à condition que ce contrôle reste pour assurer la cohérence et pour que, quand le passage se fait de la fin de la maternelle au CP, il est le même pour tout le monde. Et l'État, c'est le seul qui peut être garant de ça. Donc même dans une sorte de délégation de service public, comme disait c'est Nordine Boutaïeb. Très bien, je reviens vers vous, c'est Boutaïeb. Alors, je vous ai 10 airs intarissables sur le sujet. Maintenant, si on parlait chiffres un peu pour planter le décor et pour mesurer un peu le succès qu'a eu le préscolaire. La courbe temps ou les chiffres, oui. Vous en avez. D'abord, vous l'avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2018, on était à 350 classes et on a eu une montée impressionnante grâce à l'INDH phase 3 qui a voulu faire 10 000 classes dans le rural en 5 ans. Ce qui fait qu'en 3 années uniquement, on a multiplié par 12 le nombre de classes ouvertes. On est passé de 350 à plus de 4 000. Puis après, est arrivé le nouveau gouvernement avec lequel le ministère a opté pour le même modèle qui avait été mis en place par l'INDH et qui a fait qu'on est arrivé aujourd'hui à pratiquement 22 000 classes, 70% du préscolaire public, 50% du préscolaire national et presque 370 000 enfants inscrits cette année. Si je prends aujourd'hui le nombre de classes ouvertes publiques, il y en a 30 000. Dans ces 30 000, 22 000 sont gérés par la FMPS, le reste est géré par d'autres fondations. Donc, mais il y a 70%. Il reste, malgré cela, il reste aujourd'hui 400 000 enfants qui ne sont pas encore dans le circuit. Ils ne sont pas dans le préscolaire. Ils vont arriver directement dans le primaire et ça rejoint ce qu'a dit Mme Mamou tout à l'heure, c'est que quand on arrive dans le primaire, aujourd'hui, on a encore cette difficulté. Il y a des enfants qui ont fait 2 années de préscolaire, il y a des enfants qui en ont fait 1, il y a des enfants qui n'en ont pas fait. Donc il y a effectivement encore, pendant cette phase transitoire, cette difficulté sur laquelle nous sommes en train de réfléchir pour voir comment essayer de l'atténuer. À terme, on sera à 50 000 classes en 2028, et à ce moment-là, on aura généralisé. À la fin de la période transitoire, en 2028, je voulais vous poser la question sur ça. Donc vous datez, dans 4 ans, il y aura tout le monde pratiquement qui sera dans le préscolaire. A priori, sur le problème de la quantité, il n'y a pas de souci, puisque les cadences avec lesquelles on avance en termes d'ouverture de classe sont des cadences totalement à la portée des acteurs et du ministère. On n'est pas dans des cadences... On a fait plus en 2021 et en 2022. Donc maintenant, ce n'est pas un problème de... Alors, je reviens sur les chiffres, pour vous avez dit 22 000 éducatrices, nous avons 700 superviseurs et encadrants pédagogiques, nous avons une centaine, pratiquement 250 personnes sur le territoire, entre formateurs et encadrants, et nous avons une centaine en centrale, qui fait que la FMPS aujourd'hui a 23 000 employés. C'est ça le caractère un peu inédit. Une fondation qui a 23 000 employés, ça ne court pas les rues ni au Maroc, ni ailleurs. Effectivement. Et vous avez, je vais juste donner peut-être que sur l'aspect genre, les éducateurs, c'est des éducatrices. Nous sommes à 92%, ou même un peu plus, d'éducatrices. Et les enfants, c'est 50-50. On est à égalité. Pas de résistance, parce que ça se passe grandement en milieu rural ou dans les zones défavorisées urbaines. Pas de résistance. Au début, il fallait convaincre, mais quand les parents viennent et qu'ils trouvent où que vous alliez dans le territoire, que ce soit
en montagne ou en... C'est exactement la même classe à l'intérieur, les mêmes équipements, les mêmes pédagogies, les mêmes formations qui sont données aux éducatrices. Donc, c'est un étonnement, c'est un émerveillement. Et les enfants, très rapidement, aiment venir dans la classe. Donc, les parents constatent ce genre de choses, même si au début... Mais c'est en plus, dans le rural, si on prend le rural, les éducatrices sont issues de ces villages. Donc, elles connaissent les enfants. C'est un peu aussi leur seconde maman. Elles connaissent les enfants et les parents connaissent les éducatrices. Quand vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation et de l'enseignement, l'éducation, elle se fait par les parents, mais elle se fait aussi dans la classe. C'est de l'éducation préscolaire. C'est pour ça que je préfère parler d'éducation préscolaire plutôt que d'enseignement préscolaire. C'est la continuité de ce que font les parents. Madame Amou, vous voulez faire une... La vertu de ce modèle, c'est qu'il est inclusif. C'est qu'il va permettre d'aller recruter en local des personnes qui, peut-être, étaient en recherche d'emploi. Donc, c'est vraiment inclusif. Il y a plus de 3500 créations de postes. Donc, ça, c'est important. Et pour moi, c'est aussi une pépinière, parce que ces éducatrices d'aujourd'hui, c'est aussi des personnes sur lesquelles on pourra s'appuyer dans 5 ans, dans 6 ans, quand elles vont être vraiment en phase de maturité, pour porter peut-être d'autres projets en local. Parce qu'elles sont formées, parce qu'elles ont reçu une certaine éducation, elles aussi. Et donc, il y a aussi, si on veut se projeter, c'est inclusif, on recrute en local, et ça permet d'avoir des référents en local qui pourront demain, si on veut avoir des projets encore plus globaux dans ces régions, c'est des personnes qui pourront être au service de ces projets. Donc, il ne faudra pas les cantonner à leur rôle d'éducatrice toute leur vie, mais voilà, c'est aussi un début dans une autre manière de contribuer en local. Et on est en local, c'est ça qui est important, c'est qu'on est presque en famille. Et la deuxième vertu, c'est que finalement, dans la famille, ce qui est, on va dire, assez rare dans ces milieux, l'enfant devient le centre. Alors que l'enfant, il naît, il est là, et on attend un jour qu'il ait 6 ans, 7 ans, et il va peut-être aller à l'école ou pas. Et donc, déjà, et ça discipline même les parents, qui prennent l'habitude de voir cet enfant, c'est une crèche, enfin c'est une maternelle, mais voilà, il y a cette discipline, on se réveille, on y va. Donc, le CP va se passer très, très, très simplement. Il n'y a pas à aller chercher les filles pour leur demander aux parents « il faut envoyer vos filles à l'école ». Ça se fait en douceur, ça se fait dans le jeu, les parents acceptent. Et en fait, les vertus sont énormes. Donc c'est les réticences culturelles qui sont dépassées finalement d'une manière très soft. Très soft, presque très naturellement. Vous voyez ? D'accord. Alors, 22 000 personnes, vous disiez, c'est Boutayeb, 22 000 personnes, c'est l'effectif de la FMPS. Donc, je suppose qu'il doit y avoir une grosse part d'éducateurs et d'éducatrices. Comment vous les formez, ces gens ? Est-ce qu'ils sont formés ? Bien sûr. Il y a 22 000 éducatrices, plus 1 millier d'autres personnes dans lesquelles il y a les encadrants et les superviseurs. Alors, la FMPS, effectivement, recrute ces éducatrices dans les zones où le ministère ou l'INDH décide d'ouvrir des classes. C'est-à-dire, on attend d'abord de savoir où les classes vont être ouvertes pour pouvoir recruter, chercher des personnes dans ces villages, dans ces quartiers de zones défavorisées, pour qu'elles soient, je dirais, dans son milieu. Et la formation est essentielle. La formation est essentielle. Aujourd'hui, nous apportons une formation de 400 heures avant la prise en charge de la classe, c'est-à-dire que l'éducatrice, avant qu'elle n'ait le contact avec les enfants, eh bien, elle passe 11 semaines dans lesquelles on lui montre de manière pratique. Où ça ? Dans 80 centres de formation Donc toujours sur le territoire, c'est la question. C'est dans les territoires, c'est 80 simultanés. On ne va pas déplacer. Voilà. L'été dernier, il y avait 7000 personnes formées en simultané. L'été d'avant, c'était 9000. Donc, on fait 400 heures, 11 semaines de pédagogie par 130 formateurs permanents auxquels viennent se rajouter des formateurs vacataires. Ils sont en général de l'ordre de 500 personnes qui sont mobilisées pour pouvoir assurer cette formation. Après, on prévoit pendant la première année 550 heures. Pendant la première année, il y a 550 heures qui sont octroyées pour pouvoir renforcer donc la formation. En fait, on est en train de donner un métier
à ces futures éducatrices, parce que ce métier n'existe pas. Et donc ces éducatrices-là, elles vont pouvoir bénéficier donc de ces 2 formations pendant la première année, plus l'encadrement. On a un encadrant pour 30 éducatrices qui les suit tout le temps, qui répond à leurs besoins, plus 6 jours de formation par an pour le reste de la carrière, en formation continue. Donc c'est ce dispositif qui nous permet d'accompagner les éducatrices pour qu'elles puissent avoir cette formation. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Mme Mahmoud tout à l'heure. Effectivement, ces éducatrices ne sont pas nécessairement vouées à rester éducatrices toute leur vie. Toutes nos formatrices sont des anciennes éducatrices. Une grande partie de nos superviseurs sont des anciens éducateurs ou éducatrices. Nos représentants provinciaux, c'est des personnes on les accompagne quand ils veulent faire des formations complémentaires. Il y en a qui ont démarré avec le bac et qui aujourd'hui ont des licences et des masters, mais qui sont totalement impliqués et qui accompagnent la Fondation dans cette dynamique de croissance, parce qu'on compte sur ces gens qui sont engagés pour ce métier, pour accompagner les enfants et apporter du professionnalisme dans leur travail. Alors restons... Ouais, je pense que la crédibilité du modèle, c'est vraiment dans la qualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la quantité, parce qu'il y a besoin d'essaimer et vraiment d'embarquer les 400 000 qui restent, les 40 000 qui restent. Et sur cette notion de qualité, je pense que la Fondation, son rôle aussi, c'est d'être garant de cette qualité par ses formations, par des mesures, et aussi par l'impact. Parce que finalement, on fait ça pourquoi ? Pour mettre tout le monde en maternelle. C'est pas ça la fin en soi, c'est ces jeunes, ces enfants, où est-ce qu'ils en sont 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, etc. Et donc là, je sais que la Fondation travaille sur ces mesures d'impact parce que on est encore en train de s'agrandir, mais quand on arrivera à maturité, là, il faudra absolument être capable de mesurer et de montrer comme quoi le système est vertueux. Et que ces jeunes qui arrivent, ils sont bien formés. On n'a pas créé encore une salle d'attente, mais c'est vraiment une période cruciale pour ces jeunes et qui va leur donner vraiment les outils pour aller plus loin. Donc en termes de mesures d'impact, il y a un vrai travail à faire qui est en train d'être fait aujourd'hui, sans monter une usine à gaz, d'être capable de dire ces jeunes aujourd'hui, en les suivant par cohorte, où est-ce qu'ils en sont. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui... C'est des évaluations qui sont faites aussi par territoire, qui sont faites par région bien du sûr, territoire. Parce qu'il faut prouver tout ce qui est en train d'être fait. C'est des montants, c'est des budgets, surtout ce sont nos enfants, c'est nos jeunes. Il faut qu'ils y arrivent et donc qu'on soit... Parce que quand on fait des mesures, ça permet de réajuster le modèle aussi. D'accord. C'est vraiment important de le faire. Oui. Et pour l'INDH, c'est beau, j'ai cru... comprendre que l'INDH était impliqué dans le travail de la FMPS. Quand est-ce qu'elle a commencé et quel est l'apport ? Parce que, bon, à vous entendre, à vous écouter parler tous les deux, je pense que le projet se suffit à lui-même. À l'âge l'INDH. Non, l'INDH, son apport a été déterminant. Il a été déterminant. Je voulais l'amener à le dire et expliquer pourquoi. Il a été déterminant parce que c'est lors de la préparation de la 3e phase de l'INDH, on s'est posé la question, c'est quoi le développement humain ? Quels sont les obstacles qui sont sur la route de cet enfant pour qu'effectivement, il soit l'homme de demain, celui qui va s'insérer, qui va n'avoir aucun problème à avoir un avenir radieux. Et ces obstacles, il y en a, on en a recensé 7. Ça démarre de la grossesse. Et surtout dans le milieu rural, on a des problèmes de santé maternelle parce qu'il y a les problématiques de suivi, etc. Puis après, il y a les 1000 premiers jours, tous les aspects de nutrition. C'est un deuxième sujet sur lequel l'INDH aussi a travaillé et travaille toujours. Le 3e, c'était l'éveil. L'éveil, c'est cette phase dans laquelle se trouve le préscolaire et dans laquelle il y a le développement du cerveau et si on stimule à ce moment l'enfant, eh bien, le cerveau se développe d'une manière extraordinaire et permet à l'enfant de... Et donc, l'INDH a jeté son dévolu sur cette phase-là en disant
je ne peux pas rester sur des actions de type infrastructurel, je construis des routes, je construis des dispensaires ou des écoles, etc. Mais je dois m'impliquer dans le service préscolaire, c'est-à-dire je dois faire arriver les enfants. Et l'INDH, du fait de la capillarité du ministère dont elle dépend un peu, qui est le ministère de l'Intérieur, a dit on va aller dans le rural. On n'a pas choisi la facilité, on a dit on va aller dans le rural et on va essayer d'apporter le service préscolaire dans le rural. Et l'INDH a fait 2 choix. Elle a dit faire. Pas juste donner ça à quelqu'un qui lui aussi va démarrer, faire, c'est-à-dire le déléguer à une entité qui a déjà une expérience. Et elle a choisi 2 fondations. Elle n'en a pas choisi, elle a dit les 2 fondations, êtes-vous prêts à m'accompagner pour réaliser 10 000 classes en 5 ans ? En 2018, vous vous souvenez, il y avait 350 classes pour le premier de la classe. Il y avait 10 000, ça fait presque 2 000 par an à faire. Eh bien, l'INDH a apporté quelque chose d'important à côté du faire, de cette décision et de choisir ces 2 fondations, c'est de dire, je vais y aller avec un modèle de financement qui est innovant, qui est original. Je ne vais pas faire comme ce qui se fait d'habitude et tout le temps, on finance le fonctionnement. Dans le cas du préscolaire, je vous donnerai l'argent pour payer l'éducatrice et pour acheter les fournitures. Et je m'arrête là. Et je vous prépare la classe. Là, je vous dis non, on ne s'arrête pas à l'éducatrice, il faut des encadrants. Donc je vous paye les tâches supervision et je vais encore plus loin. Comme vous allez grandir avec moi, il vous faut un peu de moyens pour que vous puissiez vous déployer, vous structurer, etc. C'est ce modèle de financement innovant qui a permis à l'INDH et à la FMPS et à l'autre fondation d'accompagner de manière déterminante ce projet et de ne pas être dans une logique de généralisation quantitative, mais il y a cette généralisation avec la qualité. Donc l'INDH s'est impliqué en quelle année à Sébou-Taïb ? L'INDH, la 3e phase a été présentée à Sa Majesté en septembre 2018, et donc la première année réelle de fonctionnement de l'INDH, c'est l'année scolaire 2018-2019. D'accord. À cette époque-là, vous étiez ministre délégué à l'Intérieur. J'étais ministre délégué à l'Intérieur, et donc j'avais piloté ce projet avec la coordination nationale qui était sous ma responsabilité. Très bien. Alors je suppose, Madame Mamou, que vous avez, en quittant donc la FMPS en 2018, vous avez continué à observer ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vu une différence avant et après INDH dans le rendu, dans les résultats, dans les réalisations ? S'il n'y avait pas l'INDH, je pense qu'on n'aurait jamais cranté à ce nombre de jeunes touchés. C'est ce qui a permis la poussée exponentielle. C'est des moyens financiers. Et ça peut questionner le modèle en se disant mais finalement c'est un modèle, et c'est la réalité, c'est un modèle qui dépend de l'INDH. Donc si on veut se projeter à 5 ans, à 10 ans, eh bien ça veut dire que ce financement, en fait on ne pourra pas le débrancher. Parce que si on le débranche, on va débrancher les gamins. Et donc heureusement qu'il y a eu, heureusement qu'il y a eu cet effet de levier. Mais voilà, c'est bon. C'est bon. Non, si vous me permettez, je veux bien juste, il manquait une phrase dans allez-y, ça arrive. C'était l'INDH a été déterminant, mais après, avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement et l'évaluation qui a été faite de ce qui a été fait dans les 3 premières années de la généralisation, le ministère a opté pour le modèle INDH. Et donc aujourd'hui, les classes, il est hors de question de débrancher qui que ce soit. Il y a un transfert qui est en train de se faire de l'INDH vers le ministère parce que c'est lui la tutelle. L'argent, de toutes les manières, il arrive du budget de l'État. Alors justement, donc qu'ils viennent... C'est ça qui est important parce qu'en fait, on a commencé par un modèle agile, fondation qui a fait du test and learn, un financement qui était, on va dire, spécifique, qui a permis justement de cranter. Et maintenant, on revient avec un financement sûr pour justement, parce qu'on pourrait se dire, mais attends, ça marche mais parce que c'est sous perfusion. En fait, non. C'était sous perfusion au début, parce qu'il fallait lancer, mais maintenant, c'est en train de passer au niveau de l'État. Et donc là, on est rassuré. Ça veut dire que, bien sûr, que ça ne sera pas débranché. En fait, l'INDH, son ADN, c'est d'expérimenter, et après de booster, et après de transférer vers le département tutelle.
Il n'a pas vocation à garder indéfiniment un service quel qu'il soit. Alors l'argent, justement, c'est le nerf de la guerre, l'argent, le financement. Rapidement, il nous reste encore pas mal de questions. Les montants, d'où ça vient, où ça va, ça sert à quoi? Quel est le montant de tout ça? Parce que les chiffres sont effectivement impressionnants. Ça coûte combien tout ça? Et qui c'est qui donne l'argent? Alors, très rapidement, le coût de fonctionnement d'une classe, c'est 60 000 dirhams. Donc ça revient, un enfant, c'est 3 000 dirhams par an. Le coût d'équipement d'une classe, c'est 25 000 dirhams. Donc maintenant, après les budgets globaux, c'est plutôt en milliards. C'est-à-dire on est sur 2 milliards et ça va crescendo arriver jusqu'à 3 milliards par an le coût du préscolaire public global. Budget de l'État, ministère. C'est budget de l'État. C'est donc la convention, par exemple, qu'on a signée. Elle a été signée aussi par le ministère délégué au budget pour pouvoir garantir que les moyens vont être mis à la disposition du ministère de tutelle pour pouvoir assurer une fluidité dans les règlements, parce qu'il est hors de question que les éducatrices... qu'il n'y ait pas de débranchage, comme on disait tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de débranchement. Non. Et, la convention, il n'y a même pas d'article de fin de validité de la convention. Quand on l'a discuté, j'ai dit, écoutez, c'est un mariage catholique, il n'y a pas de discussion. Voilà. Nos enfants doivent être à l'école. Tous les enfants, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, c'est un service que l'État rend aux populations les plus défavorisées, qu'elles soient dans le rural ou dans les quartiers défavorisés. Et donc, il est hors de question d'arrêter. Voilà. Tant qu'il y a des enfants... C'est le ministère qui paye, même dans le cas où il n'y ait plus de FMPS, c'est-à-dire que ça revient dans le giron du ministère, parce que c'est le ministère qui continuera de payer. Très bien, on reste donc dans cette question d'argent d'une manière indirecte. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Leïla Mamo. À côté de l'État et de la société civile, il y a l'entreprise. Ouais. Est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer? Je pense qu'elle a un rôle à jouer, je pense même qu'elle le joue. Non? Moi, oui, et elle le joue. Aujourd'hui, nous avons, je ne vais pas les nommer, mais il y a des entreprises qui sont dans le monde rural et qui font des actions pour les jeunes, pour les parents, qui au niveau local, contribuent au développement de la vie de là où ils sont implantés. Donc aujourd'hui, ça se fait face au sujet dont on parle aujourd'hui, qui sont ces enfants, qui sont l'avenir de notre pays. On ne peut pas rester insensible en tant qu'entreprise, et même si on n'est pas implémenté dans une région, je pense qu'on a notre rôle à jouer. Alors, on peut jouer notre rôle de plusieurs manières. Financement, en faisant des chèques, ok, mais une entreprise ne financera que si elle a des mesures d'impact, que si elle voit tout ça, à quoi ça sert, parce que dans la RSE aujourd'hui, il y a des indicateurs, les entreprises doivent expliquer qu'est-ce qu'elles font. Alors, il n'y a pas d'entreprise à mission au Maroc, il n'y a pas cette fameuse loi Pacte, mais je pense que la spécificité au Maroc, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin des lois pour être sensible sur ces sujets. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont sensibles à ces sujets. Donc, on peut contribuer en donnant de l'argent, mais on peut contribuer aussi, puisqu'il y a aussi beaucoup de bénévoles dans tout ce processus. Et moi, j'ai toujours milité pour le mécénat de compétences, c'est-à-dire que les entreprises, elles peuvent mettre à disposition leur personnel, leurs collaborateurs qui ont envie de contribuer. Vous savez, aujourd'hui, les collaborateurs, ils veulent du sens dans l'entreprise. Ils ne veulent pas juste travailler, avoir un salaire. Ils veulent que leur vie, elle sert à quelque chose. Et les entreprises qui ont le plus réussi cela, c'est celles qui permettent à leurs collaborateurs de donner, le fameux give back, de donner à leur société. Et dans le modèle de cette fondation, il y a possibilité de mettre à disposition ces collaborateurs et d'aller de manière bénévole, aider, faire de la supervision. Enfin, il y a tellement à faire. Donc moi, je pense que l'entreprise, elle peut jouer. Elle doit jouer son rôle. Il y en a qui le font très bien. Il faudrait peut-être qu'il y en ait un peu plus. Donnons de l'argent, oui, mais donnons aussi nos moyens. Les entreprises, elles sont organisées et il y a des expertises à l'intérieur de ces entreprises. Ces expertises, pour moi, elles peuvent aussi servir la société. Et donc, faire ça pendant les horaires de travail, c'est du mécénat de compétences, ça existe, il faut le réguler. Mais pour moi, c'est une façon pour l'entreprise de dire on est
conscients et on contribue nous aussi. Il n'y a peut-être pas d'entreprises à mission dans le sens juridique du terme, mais des entreprises qui savent, qui sentent qu'elles ont une mission et qui remplissent cette mission. Quand vous parlez de collaborateurs qui se chargent de travaux d'intérêt général, on va dire des choses comme ça, s'il y a l'OCP qui fait ça, on peut les citer beaucoup d'entreprises, franchement, le font. Et d'autres aussi. Voilà. Le rôle de l'entreprise, c'est rapidement. Désolé. Là, vous allez entendre souvent cet adverbe. L'État, il débloque un budget conséquent. Mais les régions et surtout les entreprises peuvent apporter leur concours pour aller au-delà de ce nécessaire. L'État finance le nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et en fait, la fondation, la FMPS, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a structuré une banque de projets. Une banque de projets autour de 4 axes. L'axe pédagogique, l'axe santé, l'axe environnement de la classe et l'axe recherche et innovation pédagogique. Et dans ces 4 axes, elle a identifié un certain nombre de projets et elle travaille inlassablement à alimenter sa banque de projets par de nouveaux besoins qui tendent à améliorer la qualité dans la classe ou dans l'environnement. Un exemple, la Fondation a réalisé par ses propres moyens une EduBox. L'EduBox, c'est un ensemble, c'est 24 histoires et c'est une vingtaine de chansons pour pouvoir enrichir les coins de lecture. Et cette EduBox, c'est elle qui va permettre de pouvoir être disponible dans toutes les classes, dans les 22 000 classes, pour pouvoir... C'est la fameuse valise. Vous parlez de ça? Voilà, exactement. D'accord. On va essayer de voir et de montrer un peu ce que c'est. Donc ça a été réalisé, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été réalisé avec le concours des éducatrices. C'est-à-dire c'est elles qui ont créé les chansons. On a fait appel à des compositeurs pour les réaliser. Et pour les histoires, on a fait appel à des illustrateurs. Les histoires sont à gauche. Les illustrateurs... donc arabe et français, les deux langues. Et il y a aussi des histoires en arabe. Donc il y a 24 histoires et 20 chansons. Et cette EduBox, aujourd'hui, son coût de production, c'est 500 dirhams. Et il faut trouver le nombre, les moyens pour pouvoir réaliser cela. Ça coûte 500 dirhams. 500 dirhams. Il y a 24 histoires. Et donc, ça, c'est un premier exemple. On a déjà un certain nombre d'entreprises qui nous accompagnent pour financer ce genre des panneaux solaires ont été financés dans des classes qui ne disposaient pas d'électricité. On a financé des bourses de recherche grâce à une entreprise, à un don d'une entreprise. Une trentaine de doctorants travaillent sur le sujet de la petite enfance. Et nous avons également eu l'accompagnement d'une fondation pour l'aspect santé, qui est très important, pour pouvoir encore plus s'insérer dans le milieu. Nos éducatrices, elles font un pré-tri pour les enfants pour vérifier leur acuité visuelle, leur acuité auditive et est-ce qu'il y a un retard de croissance. Et puis, il y a une autre fondation qui, à travers des caravanes médicales, peut procurer des montures, des lunettes, etc. Très bien. Encore plus rapidement, Leïla Mamou, ça, je ne vais encore pas poser la question au président, mais à vous sur les difficultés. Est-ce qu'il y a des difficultés? Où c'est que ça cloche? Ça ne peut pas être aussi idyllique que ça. C'est très bien, c'est magnifique. Je vois cette valise, je vois les chiffres, les tableaux, les courbes exponentielles. Ça doit coincer quelque part. C'est pas que ça coince, mais c'est recruter autant d'éducatrices, les former, monter ces programmes. Vous pouvez imaginer la complexité du sujet. Vous pouvez imaginer les points de friction à chaque étape. Là, ce qu'on voit, c'est magnifique, mais il faut imaginer comment ça s'est fait, voilà. Je pense qu'il y a d'abord, c'est pas des problèmes, mais c'est la masse. Parce difficulté, on va dire. Difficulté, c'est vraiment d'être arrivé à ce niveau de nombre d'éducateurs et d'éducatrices à former. C'est énorme, et c'est une croissance qui a été très forte d'un coup. Moi, je verrais une deuxième difficulté, mais ça, je laisserai peut-être si Boutaïb compléter. C'est vrai que ces enfants, ils vont être formés pour passer à l'école. Mais on sait qu'il va y avoir des problèmes de langue. Ceux qui vont parler
le berbère, quand ils vont arriver, est-ce qu'ils vont comprendre l'arabe? Ceux qui vont parler l'arabe, quand ils vont arriver, qui vont trouver des programmes. Et donc, il y a vraiment cette problématique de langue, mais celle-là, elle est plutôt générale, elle concerne plutôt notre spécificité, si on peut dire, les choses comme ça. C'est-à-dire, quand on arrive en CP, alors oui, il y a eu la créativité, on s'est un peu ouvert les chakras, mais il y a quand même ce sujet quand même de langue qui fait que, voilà, on arrive et là, on est face à la réalité. Un écueil. Sur cet aspect-là, je dirais qu'à la limite, l'approche de la Fondation de recruter des éducatrices dans les milieux concernés fait que le passage se fait en douceur. L'enfant est pris en charge dans sa langue parlée maternelle. Que ce soit la Darija de la zone du Nord ou des Doukala, que ce soit le Tishlhit ou le Tarifit, il est pris en charge dans sa langue parlée maternelle. Et petit à petit, on introduit du vocabulaire en arabe et en français qui va lui permettre. Ce n'est pas la même chose que le choc brutal d'un enfant qui arrive directement au primaire. Donc la difficulté, au contraire, là, à la limite, on peut dire qu'il y a cette prise en charge. Par contre, je confirme ce qu'a dit Mme Mamou, du fait du nombre important de personnel à gérer, etc. Bon, je vous donne juste un exemple. Il y a des éducatrices qui partent en maternité, d'autres qui sont malades, etc. Il faut pouvoir gérer tout ça. C'est tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, sur les 22 000, nous avons 1400 qui sont remplacés. Donc ça veut dire qu'il faut... elle est partie, l'autre est revenue, il faut arrêter la paie pour celle-là, remettre l'autre, etc. Eh bien, tout ça, c'est une vraie machine, c'est une belle machine, mais dans laquelle, de temps en temps, il y a quelques petits, je dirais, grains de sable qu'il faut pouvoir... la même chose pour l'approvisionnement et les achats. C'est aussi énorme. Vous savez, 23 000 personnes, on n'a pas beaucoup d'entreprises. C'est une entreprise avec ses problèmes humains. C'est une grosse entreprise avec sa logistique, ses achats, son système d'information. En fait, alors, encore 5 minutes, pendant qu'on préparait l'émission aussi, Bouté, vous avez dit une phrase. Pour vous, c'est naturel et c'est normal. Pour moi, ça caressait un peu ma fibre patriotique, on va dire les choses comme ça, que ce projet-là est inédit dans le monde. Alors, je vous avais repris, vous m'avez dit inédit, non pas dans l'idée ou dans le concept, mais dans la taille et dans le volume. Alors, pourquoi c'est inédit? Est-ce que c'est véritablement inédit? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui font ça? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité ou de projet ou de perspective de coopération à l'échelle du continent africain? De par la taille, on a vérifié, on est suivi par des acteurs comme la Banque mondiale, des grands cabinets de consulting qui ont fait un benchmark par l'UNESCO. La taille est inédite dans un secteur unique, le préscolaire. Vous pouvez avoir des fondations qui touchent à plusieurs choses. Dans des pays comme l'Inde, peut-être que vous pouvez trouver des tailles importantes, mais dans un secteur uniquement, c'est inédit. Alors, ça nous donne effectivement une responsabilité. D'abord, ici au Maroc, nous sommes l'acteur de référence, mais ça nous donne une responsabilité dans notre continent. Et on a organisé un side event dans une conférence internationale organisée par l'UNESCO à Tashkent, et on a fait pour présenter le préscolaire. Et on a eu une affluence de tous les participants africains qui sont venus, et suite à cela, on a été sollicité par le Sénégal, et par la délégation congolaise. Le Sénégal, nous avons déjà commencé à travailler. Ils sont venus nous voir. L'agence en question, on est reparti les voir. Et là, aujourd'hui, il y a un projet concret de création de 2 écoles de préscolaire. On les aide au niveau de l'architecture, on les aide au niveau de la pédagogie. Il reste un point, et c'est là où on doit nous travailler, c'est arriver dans une logique de coopération triangulaire à trouver un bailleur de fonds. Nous, on apporte notre savoir-faire, notre expertise. La partie africaine, la disponibilité de son personnel pour pouvoir, je dirais, dans le partage, dans la formation qu'on peut donner. Mais il faut qu'il y ait un bailleur qui soit un petit peu le pourvoyeur de fonds pour que cette opération puisse se faire. Alors, Madame, Monsieur, 3 minutes à répartir équitablement entre vous. Je commence par vous, Madame Leila Mamou. Si vous avez un commentaire à faire sur ce rayonnement à l'international, ou sur les possibilités, bon, le terme est un peu grand, mais vu le caractère inédit, c'est important. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ou alors, véritablement, ultime dernière question, comment vous voyez de votre poste d'observatoire extérieur les perspectives
de développement ou d'amélioration dans les 5 prochaines années, sachant qu'en 2028-2029, c'est la date butoir? Moi, je dirais, j'ai envie de formuler un rêve. Et le rêve, ça serait que nous sommes en train de travailler en amont. Et ça veut dire que ça met de la pression sur tout le processus éducatif. Et donc ces jeunes qui sont en train d'arriver avec des méthodes qui sont quand même innovantes, qui sont dans la créativité, eh bien qu'on ne perde pas ça et qu'on en profite pour que petit à petit, qu'on commence à penser à digitaliser un petit peu l'éducation, à faire en sorte que ces enfants soient déjà dans le coup et qu'on puisse vraiment profiter de cette réflexion, parce que c'est une vraie réflexion autour de comment je fais pour baisser l'échec scolaire et faire en sorte que nos jeunes soient là où ils vont être attendus. Eh bien, mon rêve, c'est que ce qui est en train d'être fait là, c'est qu'on continue à cranter au niveau de l'éducation pour avoir des jeunes qui arrivent formés et qui arrivent vraiment, qui sont dans leur temps, avec des méthodes d'éducation qui sont dans leur temps, au niveau informatique, au niveau digital. Ça, c'est mon rêve. Moins d'une minute, c'est Bourtaïb, vous connaissez la formule de Boileau. Donc, comment vous êtes le président, comment vous voyez le développement de la Fondation d'une manière concrète pour les 5 prochaines années? D'une manière concrète, nous l'avons 55 secondes. Nous l'avons présenté lors de l'événement du 7 mars. C'est notre vision Atfalouna 2030. Aujourd'hui, la généralisation en 2028, ce n'est pas ça qui pose problème, c'est de pouvoir se projeter au-delà et d'améliorer la qualité. Et pour cela, nous avons la qualité par l'évaluation continue, par des évaluations annuelles, etc., mais en se basant sur 3 axes. L'excellence opérationnelle, pour enlever toutes les difficultés dont on a parlé tout à l'heure, pour avoir une machine qui soit bien huilée, rayonner au national et international et faire adhérer toutes les entreprises pour nous aider à avoir plus de moyens pour pouvoir faire plus de qualité, et diversifier dans les secteurs de la petite enfance. Madame Mamou a parlé de remonter en amont. Notre ambition, c'est d'aller aussi voir les 0-3 ans, la crèche, pour pouvoir aussi permettre l'autonomisation des femmes, etc. Oui. Ou pour pouvoir investir des domaines, l'édition, puisqu'on a parlé de contes et d'histoire, mais surtout aussi le domaine du jeu éducatif. Aujourd'hui, on importe des jeux d'ailleurs. On voudrait être producteur de jeux éducatifs parce que nous avons une base où on peut expérimenter qui est de 22 000 classes. Donc on peut expérimenter un jeu et voir est-ce qu'il apporte sur telle ou telle compétence, etc. Merci à vous de faire de l'émission. C'est dans cette beauté. Merci pour vos éclairages, précisions et explications. Merci pour ce que vous faites. Madame Leïla Mamou, merci aussi pour ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous ne manquerez pas de faire encore, et pour vos précisions. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.